Ils étaient des centaines de milliers de personnes qui ont demandé justement le départ de l'ambassadeur Luc Alade et la fermeture de la base de l'armée française à Kambouensé au nord de la capitale burkinabé. Ils étaient donc plusieurs centaines de milliers de manifestants à Ouagadougou vendredi 20 janvier contre la présence française et ont notamment réclamé le départ de Luc Alade qui persiste avec la dernière énergie. Il ne veut pas quitter le Burkina Faso comme si c'était sa patrie. L'ambassadeur de France au Burkina Faso, eh bien, à l'appel du collectif des leaders panafricains, le CLP, qui regroupe des organisations favorables au capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis le mois de septembre dernier, les manifestants se sont rassemblés sur la place de la Nation en plein centre de Ouagadougou. Ils ont demandé le départ de l'ambassadeur de France et la fermeture de la base de l'armée française à Kambouensé en périphérie nord de la capitale où sont stationnés 400 membres des forces spéciales françaises. Nous sommes là pour exprimer notre soutien total et indéfectible au président Ibrahim Traoré, aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et dans la quête de la souveraineté totale de notre pays, a d'ailleurs déclaré un manifestant. Les manifestants, majoritairement vêtus de blanc, portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Armée française, dégage de chez nous »,« France, dégage » ou encore « Dehors les diplomates pyromanes ». Des posters géants des présidents maliens Assimi Goïta et guinéen Mamadi Doumbouya arrivé au pouvoir comme le capitaine Traoré, bien sûr, faisait également partie, on va le dire comme ça, de cette manifestation. On n'oubliera pas également des pancartes et des photos du président russe Vladimir Poutine qui étaient également brandies par les manifestants ou soigneusement dressés sur un podium au milieu des drapeaux burkinabés, un drapeau russe pour demander justement l'appel et surtout le secours, on va le dire ainsi, de l'armée russe. Voilà pourquoi nous nous interrogeons également cet après-midi, Burkina Faso, manifestation anti-française, Paris en perte d'influence. C'est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est justement sociologue là-bas et il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss. Bonjour aux milliards de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir que d'être là. Et je sais que le combat prend encore une nouvelle dimension. Nous sommes là pour un sujet dont nous avons traité la semaine dernière déjà. Je crois que les pistes de solutions qui avaient été évoquées sont mises en application. Disons merci à tous ces combattants, ces vaillants combattants qui rendent concret ce combat. Merci à vous également d'avoir pris de votre temps encore ce matin. Nous sommes déjà à 12h39 au moment où nous démarrons justement cette édition de Parole panafricaniste, un lundi 23 janvier de l'an de grâce 2023. Nous parlons justement de ces manifestations anti-françaises du côté du Burkina Faso. C'était ce vendredi 20 janvier de l'an de grâce 2023, ils étaient des centaines de milliers de Burkinabés en centre-ville et demandent le départ de Luc Alade, ambassadeur de France au Burkina Faso, le départ des forces militaires françaises. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'une décision a été prise par les autorités burkinabées qui ont demandé justement à cette force qu'elle a encore un mois seulement pour quitter le sol burkinabé. Mon frère Goss, ma joie est immense. Parce que la semaine dernière, nous abordions ce sujet et nous avions dans l'analyse estimé que la demande populaire précéderait la demande diplomatique, institutionnelle de l'État burkinabé. Et c'est ce qui se passe. Donc, ça veut dire que les analyses que nous faisons sur ce dossier sont au moins assez concluantes sur la réalisation de cette émancipation et les pistes de réflexion qui sont proposées sont certainement écoutées par les décideurs. Nous nous sentons encore davantage galvanisés et c'est avec beaucoup d'humilité que nous prenons tout ça. C'est votre plateau surtout, mon frère Goss. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je le fais parce qu'il faut d'abord saluer. Oui. Beaucoup de gens ne comprennent pas que pour faire une web télé, on n'a pas besoin forcément de gros moyens, on n'a pas forcément d'avoir un budget pharaonique et d'avoir des équipes à n'en plus finir. On peut faire comme vous faites et faire bouger les lignes. Cette émission, ce programme fait bouger des lignes. Ça, c'est tout son mérite. Maintenant,
Concernant ce qui se passe au Burkina, effectivement, dans les questions diplomatiques, notamment les changements d'orientation en matière de rapports ou bien de relations diplomatiques, la demande populaire est vécue comme la demande du souverain. C'est dit que le peuple qui incarne la souveraineté, le peuple qui est le véritable souverain du Burkina Faso, quand il s'est retrouvé, quand vous avez par centaines de milliers, on parle de près d'1 million qui étaient dans les rues de Ouagadougou, il faut dire que c'est carrément toute la population de Ouagadougou qui était dehors. Et on nous a signalé que dans d'autres villes, il y avait des relais qui étaient dans la même configuration. Donc, quand vous voyez cet engouement populaire, cette demande du souverain, en fait, cette demande du souverain nécessitait l'écoute attentive et l'écoute avec prise d'action de la part des autorités agissantes. Et on a vu la réactivité assez prompte des autorités. C'est une note diplomatique qui a été adressée à l'ambassadeur de France pour demander le départ pur et simple de l'opération Sabre avec les soldats des forces spéciales de Cambouensin. Ils étaient 400, ils sont aujourd'hui 700. De bonnes sources d'information, ils sont 700. Donc ils vont devoir quitter le territoire du Burkina Faso. Et il y a bien plus que ça. C'est que la demande précise le timing. On lui dit non, d'ici 1 mois. Il n'est pas question d'avoir ce qu'on a vu, le forcing qu'on a vu au niveau du Mali, où les gens nous disaient que pour débarrasser quelques conteneurs, il fallait prendre 6 mois. Oui. Donc là, on leur dit, vous avez 1 mois pour partir. Et déjà que c'est pas compliqué sur ce que vous avez là-bas. Vous transportez ça, vous avez des hélicoptères, vous transportez ce matériel, vous ramenez ça là où c'est bon vous chante. Donc, c'est une action qui s'inscrit dans un bon timing et c'est une très bonne décision de la part des autorités de Ouagadougou. Revenons sur cette marche qui a eu lieu justement vendredi dernier en plein cœur de la capitale burkinabé, Ouagadougou. Est-ce la perte de l'influence de la France sur le sol africain? La France a perdu toute influence en Afrique. Aujourd'hui, la France, c'est quoi? La France, c'est plus que l'ombre d'elle-même. Quand je dis l'ombre d'elle-même, c'est qu'elle n'a jamais été véritablement un pays qui était porteur d'espoir. Elle s'est imposée en Afrique comme la bienfaitrice. Elle a imposé une image faite de relations publiques parce que il y avait beaucoup de marketing politique et de diplomatie d'influence derrière. Et la diplomatie d'influence faisait que la France était présentée comme un pays qui aide les pays africains, comme un pays qui apporte sa coopération, avec le discours de la bolle et la conditionnalité, comme le pays qui apporte la démocratie, qui encourage l'état de droit, qui encourage le respect des droits de l'homme. Et pourtant que la réalité était tout autre. C'était simplement un pays qui se comporte de manière brigandière, c'est un pays qui agit par le pillage, c'est un pays qui utilise tous les passe-droits via les méthodes de mafia pour s'imposer dans les relations, qui s'arroge le privilège de l'exploitation des matières premières, qui institutionnalise en fait des relations inégalités avec les pays africains via ce qu'on a appelé les accords de défense, qui, à partir des accords de défense, n'a construit que son enrichissement à partir de l'assujettissement des pays africains et la captation des ressources par ces multinationales. Donc cette France-là, son image véritable a explosé au devant de la scène. Et les Africains sont comme ces aveugles dont les cailles tombent des yeux et qui enfin voient le jour et se disent « Ah, le jour, la lumière, et voilà la lumière. » Non, là c'est un habit, il est rouge, ils découvrent la couleur rouge. Et là on découvre effectivement le vrai visage de la France. C'est que tout ce marketing qui avait eu cours pour travailler la conscience de l'Africain et travailler la perception de l'Africain par rapport à la France, ce marketing aujourd'hui est tombé à l'eau parce que l'Africain voit la réalité. L'influence de la France est tombée, oui elle est tombée, mais c'était surtout une influence néfaste
qui est tombée. C'est ça que l'Africain retient. C'est une influence néfaste. Parce qu'il n'est pas question d'entretenir ce genre d'influence qui était toujours à l'avantage de la France. Une influence qui était toujours dans le sens de piller les pays africains, de les assujettir, de créer l'insécurité et donc de déplacer via les conflits et même des réfugiés, que ce soit économique, par les politiques économiques absurdes qu'elle nous imposait, et même par les guerres qu'elle nous imposait sur nos territoires. Tout ça, c'est ça, cette influence négative-là, qui est en train de tomber. La France pourra peut-être être encore influente en Afrique, mais cette fois-là, plus de cette manière. Et justement, les manifestants brandissaient des pancartes. On va voir d'ailleurs des photos de Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry, de Assimi Goïta du Mali, brandir les photos de Vladimir Poutine et sans oublier bien sûr les drapeaux et continuer également à brandir, on va le dire également, les photos, on va le dire d'Ibrahim Traoré, le capitaine, président de la transition. Est-ce à dire aujourd'hui que ces pays, on parle bien sûr de la Guinée-Conakry, du Mali, le Burkina Faso, et surtout, on va le dire également avec l'appui de la Russie, sont en quête d'une souveraineté entière et totale? Oui, nous aimons donner cette image. La Russie ne vient pas dire chasser la France et puis non. La Russie s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'elle était menacée de colonisation. Vous savez, la Russie, c'est en 1861, c'était un pays qui était en pleine colonisation, qui était sous le joug d'une colonisation économique européenne. Il faut noter que les Belges, les capitaux belges, les capitaux français, les capitaux anglais contrôlaient la quasi-totalité de l'industrie russe via les grandes banques russes, jusqu'à la chute en 1917 de la monarchie, de l'Empire. Donc, la Russie qui a vécu cet épisode a su se refaire avec les bolcheviks. Et cette Russie qui s'est refaite s'est construite comme une puissance industrielle souveraine. Avec la chute du mur de Berlin en 1989 et puis les accords avec les États-Unis qui prévoyaient que les États-Unis ne progresseraient pas avec l'OTAN plus à l'est jusqu'aux frontières de la Russie a adopté des politiques néolibérales. Et ces politiques néolibérales ont encore permis un retour de la colonisation économique. Quand Vladimir Poutine prend le pouvoir, il arrête ce processus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une obsession occidentale contre ceux qu'ils appellent les oligarques russes. Parce que Vladimir Poutine fabrique sa classe économique. Fabrique en fait ces capitalistes ou bien ces patrons d'entreprise qui vont eux aussi porter le capital russe et contrer la pénétration extérieure. Vladimir Poutine, donc, dans ce combat pour la souveraineté, se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui défendent aussi leur souveraineté. D'autres le font bien, d'autres le font à leur manière. Et puis, un jour, les États-Unis décident comme ça, quand vous défendez votre souveraineté, de venir vous recoloniser de manière brutale, barbare par la guerre. C'est le cas, par exemple, de l'Irak. On dit que Saddam Hussein soutient les terroristes de par le monde. Donc, il faut... Et puis, c'est un dictateur dangereux. On crée une guerre bizarre en Irak, 2003. Et lui-même sera pendu. Voilà. Et il ne respecte même pas les droits de l'homme. Kadhafi, un beau matin, on nous dit que son peuple, oui, ils ont des conditions paradisiaques là-bas en Libye, mais c'est un dictateur. Dictateur, c'est plus... il faut la liberté. La liberté dépasse tout le bien-être qui était en Libye. Et on va également exécuter Kadhafi de manière lâche. Ignore pas les services secrets français. Dans une pseudo-révolution, ce qui était une révolution de couleur. En fait, Kadhafi, avec ces situations, constate que les défenseurs de leur souveraineté, quand ils ne sont pas bien appuyés, ils perdent le combat face à l'Occident. Et puisque la Russie, c'est un des chantres du souverainisme, de la défense de sa souveraineté, la Russie se met aux côtés de tous les peuples qui défendent leur souveraineté. C'est d'ailleurs pourquoi nous parlons d'une convergence. Une convergence de perception, une convergence de stratégie entre les Russes et les Africains indépendantistes que nous sommes. Les Africains progressistes, les Africains souverainistes.
Nous pensons que nos États doivent appartenir au peuple africain, que c'est le peuple africain qui doit tenir les politiques publiques de manière souveraine, c'est le peuple africain qui doit être la cible et le moyen de toutes les politiques qui sont engagées sur son territoire. Et ce peuple-là a tous les éléments qui concourent à ce que cela se réalise aujourd'hui. Et ce peuple-là seulement se retrouvait embastillé via la politique d'influence négative de la France. Parce que chaque fois qu'un dirigeant essayait de redevenir souverainiste ou bien de devenir souverainiste, qu'est-ce qui se passait? Il était exécuté ou bien encore, il était menacé par les instances internationales. On disait que son pays, par exemple, est une dictature féroce. D'ailleurs, vous voyez ce qu'ils font de tous les portraits que vous avez cités. Le jeune et digne président Ibrahim Traoré, il l'appelle patron d'une junte, le chef de la junte. Assimi Goïta, patron d'une junte. Doumbouya, patron d'une junte. Vous voyez que c'est carrément le même narratif. Ceux-là, c'est les patrons d'une junte. Mais le petit Déby Kaka, lui, il n'est pas patron d'une junte. Hein. On ne parle pas de lui comme ça. On dit le président du Tchad. Donc, vous voyez ces perceptions-là qu'ils construisent, qui sont négatives. À situation égale, ils ont des perceptions, c'est une perception sélective. Ils disent celui-là est le mauvais et celui-là est le bon. Et ça renvoie à ce que George Bush, en 2001, avait tracé comme l'axe du bien et l'axe du mal. Donc, les pays qui manifestent leur volonté souverainiste peuvent bénéficier, parce que Vladimir Poutine a décidé de cela, que désormais la Russie se tiendra aux côtés de tous les pays qui défendront leur souveraineté, parce que ce monde ne peut pas appartenir à ceux-là qui veulent à tout prix casser la souveraineté. Et ceux-là, ils ont un nom, c'est les mondialistes. La France n'est qu'un des satellites de ce mondialisme. Et dans le cadre de cette manifestation, effectivement, quand vous voyez brandir les portraits, ce n'est pas seulement une manière de dire voilà les hommes que les hommes que nous aimons, c'est aussi de dire voilà les hommes qui posent les actes, qui montrent qu'ils veulent en fait restaurer la souveraineté de leur pays. Et quand ils brandissent le drapeau de la Russie, c'est pas pour dire c'est la Russie qui nous envoie dans la Russie, c'est une manière de dire nous avons besoin d'un pays qui a fait ses preuves en matière de défense et de restauration de la souveraineté des autres pays. Que ce pays nous apporte aussi de l'aide. C'est un appel de la part des Africains. C'est un appel de la part du peuple burkinabé, mais c'est un appel d'un peuple souverain. Jusqu'à preuve de contraire, la France ne veut pas partir. Et si elle ne veut pas partir, certains Africains pensent qu'elle sortira par la petite porte avec beaucoup de honte. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La France n'a pas honte. Donc elle n'a pas honte, elle n'a jamais eu honte? Elle n'a pas honte. Ah, mon frère, je crois que si vous étiez président de la France, vous avez honte de temps en temps. Mais si vous étiez président de la France, je suis sûr que vous auriez déjà démissionné avec tout ce qui se passe là. Vous auriez au moins rappelé les ambassadeurs, vous auriez dit, bon, pardon, allons même supplier seulement avec les Africains. Allons leur dire, vraiment, on est conscient qu'on a merdé. On est conscient que ce qu'on fait n'est pas bien. Maintenant, changeons. Mais vous voyez tout ce qu'ils font. Le matin, c'est Macron qui sort, il dit ils sont stipendiés par la Russie. Le lendemain, c'est Colonna qui vient et dit l'influence russe qui aujourd'hui justifie ces comportements d'Africains. Et à quel moment ils ne disent que les Africains ont envie de leur liberté, de leur souveraineté? Donc pour eux, les Africains ne réfléchissent pas. Ceux-là, comment ils vont faire pour réfléchir? C'est des broussards dans leur tête. Alors, pourquoi ils auraient honte des broussards? D'autres qui sont en plus leur propriété. Vous allez voir les médias français qui titrent « La France va perdre le Burkina ». La France a eu le Burkina là où? C'était écrit où? Ça se passe même comment d'écrire un pareil titre. La France perd le Burkina. Le Burkina, c'est quoi? C'est une mallette que la France a achetée au marché. C'est quoi le Burkina? Dans la conception même du journaliste qui titre ici. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est ça la France. Ils n'ont pas honte. Si un homme peut écrire ça, la France perd le Burkina. Monsieur Ngo, ça renseigne sur la psychologie de l'homme. Ils considèrent que le Burkina, c'est leur propriété. Ils considèrent que le Mali, c'est leur propriété. Ils considèrent que la RCA, c'est leur propriété. Que le Cameroun, c'est leur propriété. Que la Côte d'Ivoire, c'est leur propriété. Mais des gens raisonnent comme ça. On ne peut pas attendre qu'ils aient honte. Ils n'ont pas honte. Parce qu'à l'intérieur, il y a un inconscient collectif qui a été travaillé. Cet inconscient collectif, c'est de mettre dans la conscience de tous les Français qu'ils sont propriétaires de territoires
en dehors du leur. Et ces territoires, pour eux, c'est les territoires africains. Et quand nous disons territoire, c'est à la fois les territoires avec les hommes et les ressources naturelles qui sont sur ces territoires. Aujourd'hui, quand ils se battent, vous voyez qu'ils se battent comme un homme qui se bat pour sa survie. Mais c'est comme si la France avait été attaquée sur son territoire ou bien sur son sol. Mais comment la France peut parler de l'or du Mali ? Ça vient d'où? Le Mali peut-il un jour parler qu'est-ce qu'il y a de bon? De Roland Garros, de la façon dont le Roland Garros se déroule en France, en disant que non, vraiment, nous aurions préféré que le Roland... Qu'est-ce que le Mali a à foutre du Roland Garros de la France? Le Roland Garros, ça c'est une ressource de la France. La France gère son Roland Garros comme elle veut. La France peut gérer sa tour Eiffel. Si elle veut même détruire la tour Eiffel, elle jette, elle plie tout le fait. Elles font ça et elles fabriquent des chars pour les Ukrainiens. Mais les Maliens n'auront rien à foutre. Par contre, les Français, dès qu'on parle de l'or du Mali, ils font comme si c'est leur or qu'on était en train d'exploiter. Voyez un peu, ces gens-là, vous attendez la honte d'eux? Non, on ne peut pas avoir honte. C'est des gens qui sont profondément à la fois racistes et impérialistes. Finalement, les Africains, alors les pays africains, ne doivent-ils pas réclamer leur souveraineté parce que la France est là? Les pays africains n'ont que foutre de la manière dont les impérialistes raisonnent. Si les impérialistes pensent à leurs intérêts, nous les Africains, nous devons simplement rester dans notre logique. C'est deux couloirs différents. Alors, si ça s'affronte, c'est une bonne chose. Mais nous devons rester fermes dans notre demande de souveraineté. Ne pas tenir compte des sirènes qu'ils déclenchent à leur niveau, des lamentations de l'impérialisme, des lamentations de l'ex-colon. Il ne faut pas tenir compte de ça. Leurs jérémiades et leurs pleurs ne peuvent pas nous rendre plus sensibles que maintenant. Notre souffrance nous a déjà beaucoup fragilisés. Nous étions présentés comme les plus vulnérables de la terre, alors que nous étions sur des tas de richesses. Aujourd'hui, nous voulons exploiter ces richesses. C'est ça le sens de cette souveraineté. Nous voulons aussi que nos jeunes générations soient dans la sécurité matérielle et dans l'assurance que leur devenir sera possible. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de construire. Donc, on n'a qu'à foutre la manière dont la France va percevoir notre lutte de libération. Tout ce que nous lui disons, c'est de respecter notre souveraineté. Et si on leur dit de quitter, quitter tout simplement. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres cet après-midi. C'est un plaisir, mon frère Ngos, et je crois que le combat se poursuit. Nous avons d'autres chiens à fouetter, notamment, bientôt, c'est le Niger. Et comme le disait un Français, Alfred de Vigny, pour les Français ce matin, je leur dis également, gémir, pleurer, crier est également lâche. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.